je peux le dire en français aussi bien qu'en anglais en fait. Donc en fait, on est ravis de vous accueillir ce soir pour cette première conversation qui lance un cycle et un projet qui est un gros projet que le Shadok porte sur cette saison et le début de la saison prochaine. Donc l'idée de ce soir, c'est de vous parler un petit peu de cette thématique, mais également de vous parler plus précisément des résidences qui vont se dérouler durant les 3 prochaines semaines, et ensuite du cycle qui sera annoncé pour l'automne et l'hiver 2018. Alors, comme vous le savez, le Shadok aime bien faire les choses compliquées. Pourquoi faire simple quand on veut faire compliqué? Donc en fait, cette année, on a choisi d'inviter Marine Froliger et Michel Jacquet à se joindre à nous une fois de plus, vu qu'on avait déjà collaboré l'année passée sur Strasbourg Laboratoire de demain, pour parler d'un sujet qui nous est cher, qui est cette question des interfaces et de leur influence sur nos comportements, sur nos affects, sur nos relations les uns avec les autres. Et donc, on a choisi cette thématique. Alors, déjà pour vous parler un petit peu des termes qu'on a choisis. Alors, je laisserai Michel rentrer un peu plus dans les détails. Mais cette question de l'interface, elle nous interpelle parce qu'elle parle aussi bien de quelque chose d'extrêmement technique et mécanique qui est ou électronique, qui est cet objet qui va faire liant entre un individu et un autre, ou entre un individu et un service. Aujourd'hui, par exemple, nos procédures en ligne sont de plus en plus dématérialisées. Vous voulez faire un covoiturage, ça passe par des interfaces. Vous voulez rencontrer du monde pour faire une colloque ou autre, souvent ça passe par des interfaces. Donc de plus en plus, notre quotidien est lié à ces outils, à ces machines qui vont nous permettre d'accéder à un service, à une rencontre, à d'autres personnes, qu'elles soient proches ou lointaines. Par ailleurs, la question de l'interface, c'est également, l'interface peut être géographique, elle peut être finalement abstraite. L'interface, c'est cette zone de friction, cette zone de rencontre entre deux mondes. Donc on va essayer d'aborder au cours de ce projet aussi bien l'aspect plus technique et numérique, entre guillemets, de ces interfaces, que l'aspect, on va dire, plus représentatif, abstrait, plus lié à nos imaginaires finalement. Parfois, une interface peut aussi conditionner notre imaginaire dans la manière dont on se représente l'autre ou le service, etc. Donc on a choisi cette thématique et surtout on a essayé de la diriger un peu plus vers ce côté qui est également très au cœur de nos réflexions, qui est la question de l'humain. Et de se dire comment finalement tous ces objets, toutes ces plateformes, ces applications, ces interfaces virtuelles ou réelles vont modifier nos comportements de manière consciente ou inconsciente parfois. Comment elles vont jouer également sur notre empathie. Donc on va également aborder ce sujet qui est comment finalement on change au fur et à mesure de notre rapport à ces outils qui nous entourent, que j'ai dans la main d'ailleurs, que voilà, je m'en sépare pas. Et voilà, et donc je vais laisser Michel rentrer un peu plus dans ces définitions, mais dans un second temps, on laissera la parole évidemment aux résidents, donc aux designers et artistes qu'on a le plaisir d'accueillir pour les 3 prochaines semaines. Donc ils viennent d'ici et d'ailleurs. Donc Julien Claus, Nicolas Bayeul, Gwenaël Bertrand, Maxime Favard du studio Maxwen. Pardon, je vais juste pas faire d'erreur sur les noms que je ne connais pas très bien. Daniel Jameau, Brigitte Wild, Victor Frère du collectif Imagination of Things. Et donc, dans la seconde partie de cette soirée, chacun d'entre eux vous parleront de leur démarche artistique, de leur démarche de recherche et développement, vu qu'on a souhaité que cette résidence ne soit pas un moment uniquement de réponse, c'est-à-dire de produire un projet qu'ils auraient déjà eu en tête, mais plutôt un moment de recherche collective
où la rencontre et les interactions les uns avec les autres vont les amener, on l'espère, vers des pistes enrichies des projets qu'ils ont d'ores et déjà esquissés pour répondre à l'appel à projet qu'on a lancé il y a quelques temps de cela. Voilà, je laisse Michel compléter du coup sur les définitions. Merci d'être venu ce soir. Voilà, on est très heureux. Pour compléter ce qu'a très bien explicité Géraldine, l'hyperface, en fait, est venu d'une première idée de amener, si possible, le plus clairement possible, le contexte justement de la technologie aujourd'hui qui se développe à travers des interfaces technologiques avec du matériel informatique tel qu'on peut l'utiliser quotidiennement ou du matériel téléphonique. Également des interfaces qu'on peut retrouver dans le milieu médical, dans des choses qui sont aujourd'hui hyper justement technologiques, comme le terme peut le dire, et des interfaces souvent maintenant invisibles, qui sont incorporées au corps humain, etc. Des interfaces également, comme l'a dit Géraldine, qui sont complètement dématérialisées, qui mettent en relation des personnes, des objets, donc tout ce qui touche aux réseaux, aux infrastructures, etc. Des interfaces et des hyperfaces aujourd'hui qui sont également des questionnements très importants pour des développements politiques, des développements géostratégiques, des développements justement d'États qui prennent des dimensions nouvelles avec justement ce que permettent les technologies. Bon, on peut faire un éventail très long de toutes ces interfaces hyper complexes, hyper actives et générant de l'hyperactivité. Enfin, on a beaucoup d'exemples aujourd'hui et on a souhaité amener justement le sujet et le contexte de l'interface aujourd'hui et qu'est-ce que ça questionne. Ça questionne et ça nous rend visible aujourd'hui, d'où l'intitulé interface versus rupture, un grand changement, un profond changement. Donc aujourd'hui, on en entend quotidiennement parler avec l'exemple de l'intelligence artificielle ou de la réalité virtuelle, etc. Donc on voulait amener justement être dans le contexte de discussion actuel et amener à être au sein de ce contexte-là et de ce débat-là. Voilà. Et en sous-titre, on a souhaité prolonger un petit peu un précédent projet qui était Strasbourg Laboratoire de demain, où on proposait d'envisager demain avec justement tous les sens d'envisager le futur et de justement questionner le rapport humain, les visages qui sont en relation. Et donc cet opus-là, si on peut dire, on a souhaité dire que demain c'est maintenant, parce que dans ce contexte-là, aujourd'hui on constate que la vision futuriste que l'on avait, c'est donc pour les personnes qui sont comme moi un peu plus âgées, la vision futuriste et prospective qu'on avait nous rattrape en quelque sorte, parce que le futur qu'on projetait, en fait, eh bien, il est maintenant, on est en plein dedans. On est un peu, le temps se rétracte et on est vraiment dans un profond changement, une profonde rupture, voilà, qui nous fait dire qu'on est un petit peu dans le futur actuellement, que demain, on est dedans. Et ça nous fait dire aussi, par rapport à beaucoup de réflexions théoriques, que la science-fiction qui a beaucoup nourri justement l'histoire de ces cultures numériques, technologiques, etc., qui a beaucoup alimenté justement cette vision-là, eh bien, on est peut-être en train de le vivre concrètement et quotidiennement. Voilà, donc ce terme-là d'hypercomplexité et d'hyperface, en fait, était pour essayer d'amener le contexte aujourd'hui de discussion globale que tout créateur, tout entrepreneur, tout designer peut amener à réflexion et amener à avoir une critique donc que l'on souhaite nous objective, positive,
dire les choses, faire état un peu d'une situation pour dire des choses qui peuvent être critiquables ou qui questionnent des choses. Ça ne veut pas dire être pessimiste, mais être un petit peu dans ce contexte-là et essayer d'être voilà, d'être un peu éclairé. Et puis, ce que l'on vous propose à travers ces rencontres, justement, de discuter, de converser. Donc, on souhaite que voilà, ces moments de présentation qui vont se répéter au fil de différents temps vont être les moments où on pourra discuter, où vous pourrez discuter avec les projets qui vous seront présentés dans leur évolution. Alors justement à ce sujet, les résidents qui sont donc ici présents, qui vont tout de suite passer au micro, sont là depuis 2 jours, sont arrivés au compte-gouttes et vont être là jusqu'au 29 avril. Ils occupent le plateau, donc ce qui s'appelle le plateau Shadok, c'est au premier étage la première partie, qu'ils vont pouvoir s'approprier de la manière dont ils le souhaitent. Et ce qui nous semblait intéressant et important, c'est de prévoir directement des temps de conversation, comme ce soir, où vous êtes là, nous sommes là, il n'y a pas vraiment d'experts dans la salle, etc. L'idée, c'est vraiment d'être sur du pair à pair, de pouvoir échanger par rapport à tous ces changements, etc. et puis les changements à venir. Du coup, nous avons prévu des temps de conversation. Vous pouvez d'ores et déjà prendre note du 18 avril, mêmes horaires, 19h à 21h30, où nous aurons l'occasion de converser avec Christian Almur, qui est un UX designer, qui vient de Beyrouth d'ailleurs. Un UX designer, c'est quelqu'un qui du coup est spécialisé en User Experience Design. Donc c'est vraiment tout ce qui a trait à l'utilisation, etc. Donc il est spécialisé là-dedans et il pourra vous expliciter sa démarche, son travail. Et ce sera l'occasion de rentrer en conversation avec les 6 résidents, avec vous tous si vous le souhaitez. Bien sûr, vous êtes les bienvenus. Juste, je précise, donc, en français, l'expérience utilisateur, c'est quand vous allez par exemple sur un site ou sur une interface, c'est ce que vous allez vivre. Donc c'est finalement l'ergonomie, mais aussi toute l'architecture de l'information qu'il peut y avoir derrière une interface. Merci. Après, le samedi 21 avril, 19h, 21h30, il y aura aussi une conversation avec Fabien Zocco, qui lui est plutôt artiste média, qui développe des projets qui ont attrait à l'art contemporain, mais avec de la robotique. Donc il questionne vraiment tout ce qui a pu se faire, tout ce qui peut se faire au Shadok au quotidien. Il est dans ce genre de pratique-là, donc n'hésitez pas aussi à venir. Et puis enfin, le 26 avril, de 19h à 21h30, on sera en conversation avec Benjamin Auguet, qui lui est spécialiste de la narration, donc véritablement avec des outils comme la réalité virtuelle, etc. Donc il est sur cette question des narrations aujourd'hui plurimédia. Voilà, donc je vais tout de suite passer la parole peut-être juste préciser peut-être avant tout qu'au-delà de ces conversations qui auront lieu au mois d'avril, les résidents vont partir fin du mois retrouver leur destination, d'autres destinations peut-être aussi sur d'autres projets, mais nous serons en lien continu en fait jusqu'à début juillet. Certains vont peut-être revenir au Shadok temporairement pour parfaire leur recherche, etc. Et tout l'enjeu en fait sera de travailler au mieux conjointement pour élaborer une manière de montrer les recherches à partir de l'automne. Donc on prévoit une programmation importante à l'automne qui fera suite à ce temps de résidence où, au-delà des 6 projets développés, on souhaite également convier des conférenciers. On parle notamment en ce moment de neuroscientifiques, par exemple, auxquels on pense, mais aussi d'autres artistes, des artistes extérieurs qu'on souhaiterait aussi inviter à déployer des installations, des ateliers avec les publics. Je ne vous en dis pas plus pour le moment parce que c'est une programmation en cours de construction. En tout cas, voilà, en gros, pour le moment, ce à quoi ça va ressembler. Donc n'hésitez pas à vous tenir informés au fil du temps, également sur le site du Shadok au fur et à mesure des avancées, puisque on va clairement aussi éditorialiser un petit peu toutes les recherches en cours. Voilà, je vais passer la parole à Daniel Jameau. Si cela peut aller, on pourra peut-être prendre 10 minutes par projet et puis faire un temps collectif de discussion, si ça vous convient. Daniel ?
Bonjour, salut, qu'est-ce que vous faites? C'est bien? Ma langue française n'est pas si incroyable, mais je peux rester comme sur une chaise. Je suis un peu lazy. Moi, ouais, comme ça. Bam, bam, bam. Donc, je viens de Roumanie et je fais quelques projets que je dois montrer maintenant rapidement. J'ai 15 minutes. Ça commence maintenant. Ok. Ouais. Je suis artiste visuel, je travaille avec beaucoup de choses. Je fais de sculpture, de la blablabla, de la vidéo. Je fais de... comment je fais ça? Grand? Ah, c'est ok, ok. Pa, 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 pam. Ça, c'est moi. Bon. Ah, ok, c'est 2 pages ensemble, putain. Ouais. Donc, je fais de travail, le dernier... à vrai dire, je n'ai pas étudié d'art. Je ne voulais pas être artiste, je voulais être réalisateur de films. Ma mère m'a interdit radicalement d'être réalisateur de films ou faire d'art, car elle a dit que tu vas mourir de faim. Et j'ai dit non, non, non. Elle a dit oui, 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 tu ne dois pas faire ça. Et finalement, j'ai étudié le journalisme. Et après que j'ai travaillé comme journaliste et comme copywriter, j'ai décidé de ne pas faire ça et je voulais faire l'art. Et je n'ai pas dit à ma mère que je vais m'inscrire à les cours d'art et j'ai fait le cours de l'art. Ma mère, après, elle a entendu, elle était malade. Elle a dit, ah, comme ça, mais finalement, tout était bien. Et maintenant, je fais d'art. Je suis venu ici parce que mon projet était sélectionné, mais avant, je veux vous montrer ce que j'ai fait avant. J'ai fait des projets absolument... j'utilise beaucoup l'humour. Mes œuvres sont un peu stupides, mais j'aime ma stupidité. On n'avait pas de bon accès à Internet. Et je veux vous montrer des choses. Par exemple, ici, j'ai fait une monnaie de 1 euro. De 1 euro, je proposais car tu sais, vous connaissez le prix psychologique. Toujours tu as le prix psychologique, chaque chose est, je ne sais pas, 10 euros, 99 cents. Je dis qu'on doit faire une nouvelle monnaie, que tu dois prendre toujours le chose comme ça, le 1 centime toujours. Et je fais une monnaie moi-même comme ça. Je pensais que c'est cool. Et je voulais proposer ça à les banques européennes de changer, de faire de monnaie avec 1,90 €. Ouais, cette chose, c'est très sympa. Est-ce que vous connaissez Super Romanian Man? Est-ce que quelqu'un connaît Super Romanian Man? Aucune personne. Les Américains ont appelé Super Romanian Man. Et ils ont appelé Superman en Amérique. Bon, pourquoi? Je ne sais pas pourquoi, pour faire d'argent. Et comme ça. Ici, on a Super Romanian Man. Super Romanian Man était le super-héros de Bucarest. Elle a sauvé la Roumanie toujours de ne pas tomber économiquement, financièrement. Et il aidait aussi les vieilles dames comme ça dans la rue. Il faisait il aidait les dames à passer la rue. Elle prenait les chats des arbres. Il faisait des choses comme ça. Mais après, son salaire était comme ça, 300 € par mois. Elle était déprimée. Et c'était 2007. Et en 2007, est-ce que si vous connaissez, la Roumanie est entrée dans l'Union européenne. Et après, il a dit à la maire de Bucarest, maire de Bucarest, je vous prie, grandis-moi mon salaire, car Luisa Lana est enceinte encore une fois. J'ai encore une super kid. Et je ne peux pas grandir 4 super kids avec 300 € par mois. Donc, le maire a dit, fuck off, Super Romanian Man, on n'a pas besoin de toi. Elle a dit, ok. Et il a donné le costume de Super Romanian Man. Il a donné à le maire de Bucarest. Le maire a dit, ok, fuck off aussi. Et finalement, il est parti en Espagne pour prendre des framboises. Les framboises, pour piquer le framboise. Piquer quand? Je ne sais pas, pick the strawberry. Bah bon. Et après... la Roumanie a tombé car beaucoup de personnes ont commencé à partir. Ce n'était pas le super-héros là pour aider les gens. Et les personnes ont parti en masse. 6 millions de Roumains ont parti comme ça. On a décidé, on nous sommes plus protégés, on ne peut plus rester là. Et en 2015, le nouveau maire de Bucarest m'a dit, Dani, tu pars toujours, tu as des expos. Je te prie, cherche-nous un super-héros, car Bucarest, la Roumanie a besoin de notre super-héros, d'un nouveau super-héros. Et il m'a donné le costume, et il m'a donné une signe, c'est ici écrit, parti pour prendre des framboises.
en Espagne, c'est comme il a laissé le costume. Et je cherchais toujours, je demandais aux personnes de casser cette glace, casser et prendre le costume. Mais la règle était que la personne qui casse ce costume doit aider d'aujourd'hui faire de super choses. Il doit, comme ça, être capable de voler, mais de voler c'est comme ça. De voler aussi, mais qu'il peut voler, et que aussi il aide la Roumanie, qu'on a plus de la corruption, des choses comme ça. Mais aucune personne a fait ça jusqu'à maintenant. Et j'ai exhibité ça partout en Europe presque. Aucune personne n'a fait ça. Ok, merci. Des autres choses. Qu'est-ce que je dois dire? Je dois faire des choses cool. Ouais, ça c'est une cool projet, mais je ne vais pas montrer car je vais être battu à la fin. Et donc je dois shut the fuck up dans ce projet. Ça c'était une cool chose. Est-ce que vous connaissez Barton Newman? C'est une peintre. En 2015 aussi, en 2015, j'ai fait une série de 5 peintures. Après une performance qui a dû durer 7 heures. Pour 7 heures, j'ai marché avec le couleur primaire sur une surface de 7 mètres par 1 mètre, 7. Et j'ai fait des traces, un après l'autre. C'est une référence à la série de 4 peintures de Barton Newman qui s'appelle Who's Afraid of Red, Yellow and Blue. Et j'ai changé ça à Blue, Yellow and Red, car ce sont aussi les couleurs de drapeau de la Roumanie. Et ça parle beaucoup sur la transition. C'est une chose temporelle aussi pour moi. J'étais fatigué, assez fatigué pendant la performance. J'ai fait ça en Belgique. J'étais absolument cassé à la fin. Aussi, j'ai fait de land art. J'ai fait ici en Belgique. Ça, c'est simple de montrer. J'ai fait ici sur son de pas de géant, comme ça, de 8 mètres par 2 mètres. Non, 8 mètres par 3 mètres. Dans un espace qui appartient à Arpia, qui est une fondation, là, de land art, spécialisée à land art. Et je voulais faire une histoire que ce sont des géants de Bjergtroll. De Bjerg, ça veut dire mountain trolls. Ce sont des mountain trolls qui sont venus d'une réalité parallèle. Et ça entre d'ici et ça se finit ici. Ils sont passés par là. Et je voulais manipuler ça avec c'était passé dans une petite ville qui s'appelle Herzele, près de Bruxelles. Et j'ai fait ça, c'était très joli. Mais je voulais manipuler ça avec la presse. Je voulais dire à la presse, mon Dieu, regarde, ce sont pas de géants qui sont trouvés par là. Qu'est-ce que c'est passé? Mais finalement, c'était un peu exploité, mais pas si bon, car les personnes qui devaient m'aider avec ça sont parties en Australie pour faire des vacances. Donc, ce projet est demi-raté à cause d'Australie. On doit tuer Australie. OK, ça veut dire que je montre une autre chose. Maintenant, j'ai 3 minutes. Bah non, j'ai commencé jusqu'à maintenant. OK. En 3 minutes, qu'est-ce que je fais ici? Ici, je travaille sur une chose qui s'appelle 16 Sounds of Paper, qui est un projet participative art project avec des jeunes qui sont entre 16 ans et 26 ans. Et je propose une dystopie et je demande les jeunes de m'écrire des histoires et donner-moi des raisons pourquoi l'Union européenne tombe en 2024 et pourquoi les Français ont choisi à la fin quelque chose qui se passe terriblement horrible ici à Strasbourg, qui fait les Strasbourgeois venir en Roumanie. Quelque chose d'absolument horrible, absolument monstrueuse, qui peut être lié avec le contexte sociopolitique de maintenant, mais aussi peut être dans la direction de théâtre absurde. On peut dire que ça peut entrer dans les choses de Jean Ionesco, Beckett, c'est OK, dans chaque direction, ou bien ça peut être écrit dans une forme de poème, dans une forme d'une ballade, d'une chanson, d'une haïku, ouais, choses comme ça. Je dois m'arrêter.
Et tu peux encore prendre 1 minute si tu veux. Je peux prendre, si me donnes 1 minute. 1 minute, oui, allez. Oui, le hyperface. Mais qu'est-ce que c'est un hyperface? Ça, c'est une meilleure question que je peux te demander à toi. Qu'est-ce que c'est une hyperface? Moi, je suis une personne très analogique, mais je crois que tu peux construire des histoires dans une modalité analogique qui peut être liée dans le monde digital, par exemple. Ça, c'est la meilleure chose que je peux dire. Tu peux faire des choses analogiquement qui peut reproduire le médium digital. C'est ça que je peux dire. Je ne sais pas pourquoi je t'ai choisi. À vrai dire, je suis le seul imposteur d'ici, car presque je pense que toutes les personnes ici font des choses un peu liées avec le monde digital. Je suis absolument analogique. Maintenant, j'ai un iPhone, mais avant, j'avais des petits téléphones qui avaient des boutons, car c'était très facile pour moi pour casser. Je suis un peu, si ça m'énerve quelque chose, je tombe, je jette. Mais avec l'iPhone, tu ne peux pas faire ça, tu sais. Tu ne peux pas craquer je ne sais pas, tu veux manger des walnuts, tu dois craquer avec le téléphone. Mais ouais, pour moi, ça n'a pas aidé. Je dois shut the fuck up, hein, maintenant. J'irai pas jusque-là, mais je tiens juste à préciser que du coup, dans ta démarche, tu prévois de faire des workshops. Ouais, je vais faire un workshop. Quelques workshops. Attends. Quelques workshops. Ouais. Deux sûrement. Oui. Peut-être 3. Ouais. C'est tous. Waouh. Quelle intensité ici. Ouais. Les personnes sont très intéressées. Merci beaucoup. Je vous laisse. C'est très... Ouais. Vous êtes tous académiciens ici, mon Dieu. Ouais. Daniel va faire des workshops du coup au Shadok dans l'espace workshop en haut. Est-ce que tu peux donner les dates des workshops? Peut-être qu'il y a des personnes qui veulent bien participer. Le 17 à 18h. Et le 19 à 13h. Voilà. Voilà, donc il s'agira a priori d'un workshop autour de l'écriture. Voilà, merci Daniel. J'en ai un, je peux en prendre 2, hein, ça fait de la stéréo. Merci. Alors du coup, Julien Klaus va vous présenter maintenant son travail et puis nous expliciter ce qu'il entreprend de rechercher ici, de développer ici. Donc bonsoir. Oui, donc je vais vous faire ma vie, mon œuvre, une version courte. Alors d'abord, merci à Marine, à Michel, et puis au Shadok, à l'équipe du Shadok, de nous accueillir et d'avoir organisé ce projet de résidence qui est particulièrement intéressant. Parce que c'est un objet un peu étrange qui se pose de façon très précise à un endroit du processus de création qui est de la question du prototype, mais pris dans son acception la plus large. Et c'est très rare en fait. Voilà, ça fait un moment que je fais des résidences et c'est la première fois que je trouve une résidence qui est rédigée de façon aussi limpide et qui vient pointer cet endroit de travail et qui nous donne les moyens de réellement de nous investir et de réaliser cette partie du travail-là qui est très particulière, qui est la question du prototype. Alors je vais vous parler de 4 projets vite fait. Qui ont trait à la question de l'interface. Je me le formulais évidemment pas comme ça au moment où je les ai réalisés. Alors c'est un mot qui a quand même passé dans des dossiers à des moments où je demandais des sous parce que faut s'exprimer un peu. Mais au moment où je les ai faits, c'était pas forcément pour moi le noyau du projet. Ça rame. Donc j'ai basé ma présentation sur mon site internet parce que je trouve que c'est plus convivial et que ça vous permet ensuite d'aller voir d'autres choses quand je vous en ai parlé. J'ai prévu un PDF de secours, mais j'aimerais bien pas l'utiliser. Ouais, c'est pas gagné. On est chez Hackstube, on peut aller ailleurs. Donc là, on est dans la question de l'interface de façon très pratique.
Bon, il y a mon créditant qui s'épuise, mais en même temps... je vais où? Julien, j'ai fait pause sur le créditant. Ouais. Shadok, ça a l'air bien, Shadok. Il va falloir qu'on s'identifie ou je ne sais quoi. Bon, j'en profite pour meubler un peu. C'est mon premier live, comme on dit déjà, Facebook. Donc un petit salut à ma grand-mère qui sûrement me regarde. Salut mamie. Voilà, je suis très ému. Et puis surtout, c'est aussi une sorte d'hommage à Marco qui a peiné, pas lamentablement, mais quand même ce matin, 3 heures face au sénateur américain, à essayer, qui lui posait des questions vraiment... Voilà, un beau moment. Je vous conseille d'aller voir les vidéos et puis les comptes rendus, c'est un beau moment. Ah. Ah ouais, non, ça c'est... Voilà. Oui. Eh ben, on va faire un petit peu de... Je voulais vous faire écouter du son pour meubler à la fin, donc je vais le mettre maintenant. Ah. Je peux le voir avec autre chose. Ah non, il n'y a rien. Si, ça c'est bien ça. Est-ce qu'on a une piste? Il faut que ça... tu fais www.cyclic.org et ça va être redirigé sur document d'artiste. Juste le Q à la fin. Non, www, c'est vraiment www. Ouais, .cyclic.org. Voilà, comme ça vous avez bien vu comment on va sur mon site. Très bien. Et du coup, tu as un double écran, donc il faut glisser l'onglet là-bas. Ou alors je te change l'affichage. Oui. Donc là, on vient de faire un glissement de Apple à... On a l'air d'être chez... on est chez Windows, là, ou on est chez Linux? Et dans mes affichages, dupliquer ces affichages. Appliquer. C'est bon. Ah, conserve. Donc, petit retour en 2005. Hop. Je suis là-dessus. Oui, pas le bilan financier de... Non, Facebook ou de notification. Voilà. Donc en 2005, je fais une pièce qui s'appelle Pause, avec une artiste franco-allemande qui s'appelle Lynn Pook, qui me semble est passée dans le secteur il n'y a pas très longtemps. Le principe, il est assez simple. Il y a 15 petits haut-parleurs qui sont placés dans chacun des lits suspendus. Non, oui.
Et donc, ce n'est pas une diffusion qui se fait en stéréo, comme vous avez l'habitude à la maison avec la gauche et la droite. Là, il y a 15 canaux séparés. Et il y a des haut-parleurs qui sont donc sous les pieds, les genoux, les mains, les coudes, derrière la nuque, sur la poitrine, le plexus. C'est des petits haut-parleurs sans membrane, donc ils ne transmettent pas le son à l'air, mais ils transmettent le son à la surface sur laquelle ils sont posés, avec laquelle ils sont en contact. Les auditeurs ont des bouchons dans les oreilles et ils entendent du coup le son par conduction osseuse, qui devient une espèce de signal mixte entre une partie purement tactile et une partie sonore qui vient s'agréger, un peu dans la façon dont se forme cette espèce de bloc audiovisuel, qui fait que on associe le son à l'image, même si ça ne vient pas forcément de façon tout à fait du même endroit dans le cinéma. Voilà, donc on a... là, c'était une installation, il y avait une composition qui durait 10 minutes, qui tournait en boucle, donc on installait des gens, voilà, c'était un peu long d'aller câbler les gens à chaque fois. Donc on s'est retrouvé confronté à plein de problèmes vraiment pratiques et matériels sur cette question de l'interface et d'un système d'écoute assez particulier, parce que la connexion de l'auditeur avec le système, elle est réelle, tout se fait par câble. Et en même temps, on n'y a pas accès tant qu'on n'est pas câblé. Donc ça fait des images où vous rentrez, vous voyez des gens qui sont dans un état comme ça, presque léthargique. Et si vous n'êtes pas vous-même branché, vous ne pouvez pas comprendre ce qui se passe. La suite, ça a été une pièce qui s'appelait Stimuline, qui était le même procédé, mais sur une version de concert. Donc ça devient beaucoup plus lourd, puisque 15 haut-parleurs sur le corps, fois 30 personnes, ça fait 450 haut-parleurs qui tournent à chaque concert, qu'il faut vérifier entre chaque concert, etc. Voilà. Par contre, on pouvait faire des concerts plus longs. Donc pour nous, ça ouvrait d'autres espaces de travail. Ça, c'est le modèle de combinaison, avec plein de questions aussi qui se posent par rapport à l'interface, au fait d'équiper des gens, c'est très long, il faut les faire venir en avance, parce que voilà, on perd une efficacité du concert, une immédiateté du concert. Et après, ce qu'on gagne, c'est quelque chose qu'on postule vraiment au moment où le projet est rédigé, et à l'expérimentation, à l'usage, on voit des choses qui apparaissent, des choses qu'on avait envisagées dans les dossiers qui ne marchent pas du tout, d'autres qu'on n'avait pas envisagées, qui sont là, hyper efficientes. C'est un projet, enfin voilà, je pourrais en parler quelques heures, on peut en reparler plus tard si vous voulez. C'est très particulier, c'est à peu près impossible à décrire quand on n'essaye pas. Après ça, c'était un peu au même moment, j'ai fait un site qui ne fonctionne plus et qui avait comme particularité que c'était un monochrome. Et la couleur du fond du site, c'était en fait la couleur du ciel que j'avais en permanence au-dessus de la tête. Donc quand je me déplaçais, que je changeais d'endroit, j'allais attraper une webcam de la ville ou n'importe où sur laquelle il y avait une petite portion de ciel que je détourais. Et il y avait un robot qui partait sur Internet, allait me chercher cette couleur en permanence et qui réactualisait la couleur du fond de mon site toutes les 10 secondes. Donc j'étais un peu suivi comme ça, comme un Gaulois par le ciel au-dessus. Ça a fini par plus marcher pour plein de questions de robustesse. Et voilà, s'il y a des gens qui sont des compétences... Ouais, c'était mon site, ouais. Et par contre, j'ai gardé et transformé ce procédé sur un autre projet que j'ai fait beaucoup plus récemment, qui s'appelle Insulation. Et ce qu'on voit du point de vue public, en fait, c'est ça, c'est une fenêtre qui est mise en bordure une télévision qui est mise en bordure d'une fenêtre, qu'on voit clignoter de l'extérieur. Et donc ça fait une lumière dans la rue, comme un espèce de phare un peu comme ça. Et quand on s'approche, on se rend compte que c'est que des monochromes de bleu. Et en fait, on fait le tour de la Terre en 3 secondes. Et c'est des webcams le long du 45e parallèle, dont je reprends l'appareil, la couleur du ciel. Et en fait, ça fait un film de clignotement qui passe en permanence du jour à la nuit, du jour à la nuit. Voilà, à part, je sais plus, une trentaine de caméras dispersées tout le long du 45e parallèle. Et ça, c'était une version performance au démarrage où la télévision était tournée du côté du public et je la retournais ensuite voilà, pour voir cette partie-là. Donc ça, c'est 4 projets où, pour moi, de façon assez évidente, il y a la question de l'interface qui arrive, soit dans un rapport au réseau, soit dans un rapport au corps, des questions de communication, de connexion. Après ça, je me suis mis à faire beaucoup de projets sur la radio, des projets de micro-radio, quelques images de camps radiophoniques que je fais depuis 2009 en montagne.
où j'invite des gens à venir performer. Il y a un émetteur, et voilà, c'est un projet ouvert où il suffit de venir avec une petite radio, de s'inscrire, et puis toutes les heures, il y a quelqu'un de différent qui vient jouer, lire, ou performer sur le dispositif. Et la diffusion se fait à travers toutes les radios que les gens emmènent avec eux. Donc c'est vraiment une forme de micro-radio très singulière en plein air. Et c'est un projet que je reconduis tous les étés, qui m'a amené sur des projets plus radiophoniques et un travail de la voix aussi, qui n'était pas du tout présent avant dans mon travail sonore. Je vais vous mettre un petit extrait. Il est où? Il est là. C'est un projet que je fais avec Emma Loriot, qui m'accompagne. On fait un bulletin météo qui dure 1 heure, où de façon un peu... ouais. Là, il faut que je le démute. Oui. Merci. Et on va chercher des données météorologiques de 500 villes à la surface du globe, qu'on récupère, on les prend en temps réel, donc ça se fait pendant la performance. Elles sont reclassées par température croissante. Et Emma fait un travail de speakerine, et moi je l'accompagne au synthétiseur modulaire. Alors on va aller... Julien, est-ce qu'en 2-3 minutes, tu pourrais nous parler du projet qui t'amène aujourd'hui? Oui. Désolée de presser un peu. C'est tout à fait prévu. N'hésitez pas à aller voir les sites. Je vous mets 30 secondes de ça, et je vous assure, je vous parle du projet en 2 mots. Mais je ne sais pas si on peut avoir une sortie d'une façon ou d'une autre. Là, il y a du son. Je ne sais pas en régie s'il y a quelqu'un qui est là pour ça. Non, mais je sors là-dessus, je pense qu'il est sur direct, non? Je sais pas. T'as rien, toi, en régie? Ah. Sur les haut-parleurs, non. Là c'est lancé. Là, ça battait un peu, mais... Voilà, là je suis monté. Perm, dimanche 15h, 12 degrés, partiellement ensoleillé, doux. Happy Valley Goose Bay, dimanche 6h, 12 degrés, nuages passants, doux. Bogota, dimanche 4h, 12 degrés, nuages passants, doux. Auckland, dimanche 21h, 12 degrés, nuages bas, doux. Québec, dimanche 5h, 13 degrés, nuit claire, doux. Mourmansk, dimanche 13h, 13 degrés, ciel couvert, doux. Montevideo, dimanche 6h, 13 degrés, nuit claire, rafraîchissement. Et la lecture, elle l'a fait sur une petite imprimante thermique qui lui sort le déroulé comme un telex, en fait, qui lui imprime les données au fur et à mesure. Voilà, ça c'est un extrait de la bande de papier qui se produit pendant la performance. Eucla, dimanche 17h, 14 degrés, partiellement couvert, doux. Concorde, dimanche 5h, 14 degrés, nuit claire, tiède à frais. Augusta, dimanche 5h, 14 degrés, nuit claire, rafraîchissement. Whitehorse, dimanche 2h, 14 degrés, partiellement nuageux, doux. Sucre, dimanche 5h, 14 degrés, nuit claire, doux. Et pour la Ottawa, suite, dimanche 5h, 14 degrés, nuages passants, doux. Nairobi, dimanche midi, 14 degrés, averses éparses, nuages bas, doux. Harare, dimanche 11h, 14 degrés, nuages éparses, doux. Calgary, dimanche 3h, 14 degrés, nuit claire, doux. Buenos Aires, dimanche 6h, 14 degrés, nuit dégagée, temps doux. Thimphu, dimanche 15h, 14 degrés, nuages éparses, doux. Magadan, dimanche. La suite est sur une petite clé USB. Couvert, doux. C'était là aussi. Dimanche 11h, 15 degrés, partiellement ensoleillé, doux. Vilnius, dimanche midi, 15 degrés, averses éparses, nuages bas, doux. Sydney, dimanche 19h, 15 degrés, nuit dégagée, doux. Sao Paulo, dimanche 6h. 15 degrés, nuages bas, doux. Mexico City, dimanche 4h, 15 degrés, nuages passants, nuit douce. Kaliningrad, dimanche, midi, 15 degrés, averses éparses, plus de nuages que de soleil, doux. Halifax, dimanche, 6h, 15 degrés, nuit claire, doux. Douglas, dimanche, 10h, 15 degrés, brouillard, temps doux. Brisbane, dimanche, 19h, 15 degrés, nuit claire, temps doux. Brasilia, dimanche, 6h, 15 Voilà, donc ça dure 1 heure.
Et c'est du temps réel. Donc un autre rapport aussi à l'interface, puisque voilà, c'est une façon de transcrire un état de quelque chose qui est en train de se passer. C'est par rapport à un bulletin météo où on fait de la prédiction. Là, en fait, on fait juste de l'observation. Les données, elles sont prises en direct, elles arrivent. Voilà, c'est un site qui regroupe tout ça. Donc c'est juste un espèce de constat qui est transcrit à l'oral. Voilà. Et vite fait, ce que je suis venu faire là, hop, je pense que ça, je vous en reparlerai les semaines suivantes. C'est un dispositif de casque acoustique, donc il n'y a pas de haut-parleur ni rien. Et le principe, c'est d'aller filtrer les sons de l'environnement de façon dynamique, un peu comme quand on peut mettre ses mains sur ses oreilles ou des coquillages, avoir ce fameux effet coquillage. Sauf que là, ce sera de façon dynamique, donc les sons vont bouger. J'envisage de pouvoir faire des espèces de panoramiques entre les sons de l'environnement gauche-droite. C'est pensé plutôt pour aller jouer ça dans des endroits bruyants, dans lesquels il y a des bruits très continus, donc des villes dans lesquelles il y a des bruits de trafic. Voilà, c'est un peu un corollaire du Soundwalk où en général on va se promener dans les endroits les plus poétiques de la ville, les plus calmes, pour aller ou des ambiances un peu particulières. Là, c'est pour aller faire de la promenade sous les tunnels de périph', quoi, en gros, ou dans des endroits, un peu rudes. Et voilà, donc ça pose plein de questions techniques et autres que voilà, j'espère arriver à résoudre en partie dans les 2 prochaines semaines. Merci Julien. Je passe la parole à Brigitte Wild. Brigitte, tiens, je te donne le micro. Alors, moi, je ne suis pas super artiste comme les 2 précédents. Alors, moi, mon domaine d'activité, au départ, c'est de la recherche en biologie moléculaire. Donc, cette recherche aussi, c'est aussi toutes les technologies qui permettent au départ l'épigénétique qui était après le décodage du gène et qui a permis aussi les premières quantités de données qu'il fallait analyser. Donc je me suis un peu approchée du big data et également de la recherche et toute la démarche de recherche, de découverte et surtout la multidisciplinarité. C'est-à-dire que je ne vais pas rester juste en biologie moléculaire dans mon secteur pour essayer de développer un projet. Je m'inspire aussi d'autres projets et c'est là que je vois une autre approche que je pourrais peut-être appliquer à ma propre démarche. Ensuite, c'est surtout le travail en équipe qui m'a permis de découvrir beaucoup d'autres aspects. J'ai eu l'occasion de travailler à Heidelberg dans le laboratoire européen de biologie moléculaire avec des nationalités très différentes. Et pour aller d'une étape A à une étape B, nous ne l'adressions pas de la même façon. Et cette collaboration internationale m'a aussi fait réfléchir sur ma base française et mon éducation. Ce qui m'a ensuite amené vers la multiculturalité, l'éthique, l'ouverture, la découverte, et après à essayer d'innover sur des projets que j'ai menés ensuite dans différents pays, au Maroc, au Burkina, d'essayer de travailler cet échange, donc d'aborder des sujets. Un exemple que j'aimerais vous citer, c'est à l'école française au Maroc, à El Jadida, donc avec un professeur de sciences éco. On a développé un projet de tribunal avec des recherches d'informations sur le sujet du sida. Donc pour amener les élèves de terminale à réfléchir sur le sujet, de l'aborder de manière différente. Et donc là, c'était quand même il y a déjà quelques années, et c'était le début du développement de l'accès à l'information et de juger son information. C'était ce qui était important pour nous. Et donc toute cette approche, donc ces 3 points, recherche, innovation et multiculturalité, m'ont ramené à un autre questionnement. Quand j'ai vu le développement, l'utilisation du téléphone, donc moi, mon premier voyage, c'était il y a 10 ans, on était à peine au démarrage de l'Internet, des téléphones. Au Maroc,
on arrive, on n'a pas le fixe, mais on a déjà les téléphones portables. Au Burkina, c'est pareil. Pour ce besoin de communication, ce développement de cette interface-là, et aussi l'utilisation différente. C'est-à-dire l'utilisation soit du téléphone, enfin de certains réseaux plutôt vocaux et images, au lieu de texter. Et après, tout le texte différent. Donc, ce qui m'amène à essayer de développer un projet utilisant la réalité virtuelle. Parce que j'aimerais cette innovation de la technologie, l'impliquer aussi dans... La réalité virtuelle nous permet aussi de passer un mur de voyage, mais j'aimerais aussi l'utiliser de cette façon à pouvoir découvrir l'autre autrement. Développer ces scénarios dont on a parlé tout à l'heure également, des scénarios pour la découverte. Et ce qui est important aussi, c'est la pédagogie et les besoins pour le XXIe siècle. C'est-à-dire les générations de maintenant, avec cette approche d'interface, va apprendre de façon différente. Et j'aimerais plutôt rechercher dans cette direction-là. La recherche, qu'est-ce qui les fait accrocher un jeu de serious gaming ou pour apprendre autrement, apprendre à la base de l'image, l'interface, comment je l'utilise, qui je suis, quel message je fais passer. Moi, avec mon interface, je suis un peu protégée, mais d'un autre côté, j'aimerais aller vers les autres. Comment je fais ça? Comment je fais cette découverte-là? Et donc, après, avec le scénario, je découvre un nouveau monde, mais aussi, je m'implique. Et c'est là qu'arrive tout le développement du XXIe siècle, donc la communauté, travailler en communauté. Bon, je vais essayer de prendre un autre exemple. C'est les skills qu'il faut au XXIe siècle. Voilà. Alors, c'est l'utilisation du jeu dans l'apprentissage de façon... apprendre de façon ludique, mais apprendre un contenu... la gamification, on l'a un peu partout, mais c'est vraiment cette interactivité, c'est ce jeu avec la connaissance. Enfin, c'est la définition que moi j'en ferai. Et donc, quand on voit les compétences du XXIe siècle, c'est les compétences et le critical thinking. Et c'est aussi, dans ma démarche, c'est aussi de faire réfléchir à quelle image je veux transmettre et comment je peux la transmettre et quelle est vraiment, avec toute l'actualité, comment je fais le choix de l'actualité. Et la créativité et le travail en commun et l'éducation au numérique. Voilà. Donc voilà un vaste sujet. Donc je crois qu'avec les artistes qui sont également sur la résidence, ça va être assez intéressant, surtout peut-être surtout la personne qui va me suivre et d'autres interactions. Voilà. Merci Brigitte. On accueille maintenant Nicolas Bailleul. Bonjour à tous, enfin, bonsoir à tous. Je m'appelle Nicolas Bailleul. Je suis artiste et graphiste basé à Paris. Et merci Michel et Marine et l'équipe du Shadowhawk pour nous accueillir. Donc oui, mon projet moi, reste dans la thématique du jeu vidéo, mais je pense dans une approche assez différente de celle de Brigitte. J'ai pas préparé spécialement de travaux que j'ai fait avant, même si j'ai toujours un peu travaillé, en tout cas dans le cadre de travaux personnels autour de l'utilisation d'outils amateurs. J'ai beaucoup travaillé sur les interfaces comme Chatroulette, sur l'utilisation des smartphones, sur la webcam. Et toujours en me questionnant sur la manière dont les outils amateurs pouvaient mettre en scène l'intimité des individus. Et donc j'ai commencé, en parallèle de mon activité de graphiste et d'artiste, je suis joueur de jeux vidéo. C'est un peu toujours difficile de se définir comme ça, mais bon, je pense que je suis un peu obligé de me le définir ainsi parce que le jeu fait partie de mon quotidien, puisque par un moment je peux jouer à 2 à 3 heures par jour. Et je joue à des jeux en ligne.
Et j'ai été intéressé par le fait que très souvent, les joueurs qu'on ne connaît pas avant et qu'on rencontre dans les jeux se mettent à se livrer très facilement et à parler de leur intimité, et à parler d'eux-mêmes. Et ça, sur cette même couche de la fiction qu'apporte le jeu. Donc depuis 1 an et demi, j'ai archivé mes parties sur un jeu que peut-être vous connaissez puisqu'il est très populaire en ce moment, s'appelle Battlegrounds. Et j'ai archivé donc toutes mes parties en multijoueur en enregistrant à la fois la partie et les dialogues avec les autres joueurs. J'ai commencé ce travail donc lors d'une résidence à Belleville à Paris l'année dernière. Nicolas, excuse-moi, est-ce que tu peux juste nous parler un peu du principe du jeu pour ceux qui ne connaissent pas? Et peut-être que Ou une image peut-être? Oui, alors je vais faire mieux. Je vais vous montrer un teaser que j'avais réalisé lors de cette résidence qui va, à mon avis, vous faire comprendre les tenants et les aboutissants du projet. Mon nom de joueur, c'est Odeno. Odeno, c'est mon pseudo sur Steam. Dans tous les jeux en multijoueur, je me fais appeler comme ça. Actuellement, je travaille sur un film dans lequel Odeno serait le personnage principal. Un personnage que j'incarnerais, mais qui me servirait surtout d'intermédiaire entre moi et les autres joueurs. Alors là, on est dans le jeu Battlegrounds. C'est un jeu basé sur les règles du film Battle Royale. On est 100 joueurs, tous les uns contre les autres, parachutés sur une île très vaste. Quand on arrive au sol, il faut chercher des armes et des équipements qui sont disséminés un peu partout sur la carte. En général, on les trouve dans les maisons, les hangars, les cabanes. C'est le dernier des survivants qui remporte la partie. Pour survivre dans ce jeu, c'est pas tellement l'équipement qu'on trouve, mais surtout les déplacements qui priment. Il faut constamment être en déplacement, ce qui fait que la plupart du temps, dans ce jeu, on marche. Quand je dis des ennemis, c'est des autres joueurs. Et on peut décider de jouer seul, mais aussi en équipe de 2 ou en escouade de 4. Je pense qu'il y a des mecs dans les baraques. Ok. Je me fais tirer dessus, par derrière. C'est chaud. Ça se passe? J'en ai knock un, ouais. Il y en a un autre ou pas? Je fais ce film pour rencontrer des joueurs. Ouais, il est quelque part. Et j'utilise le jeu en ligne comme un dispositif de rencontre. Parce que quand on collabore, surtout sur un champ de bataille, on se doit de connaître le niveau et les stratégies de ses partenaires. J'en ai eu un direct, donc c'est peut-être lui son pote. Ah ouais, GG. On discute de quelle tactique adopter face à une situation périlleuse. On se refile de l'équipement, on s'avertit des dangers potentiels et parfois, on se dévoile. Quand même. Ah bah là, franchement, ça me bouffe trop de temps là. Mais c'est pas bénéfique quoi. Ça me rapporte rien. C'est du temps perdu carrément. Tout en étant concentré sur la partie, je souhaite en savoir un peu plus sur le joueur qui se cache derrière son écran. Tu atterris sur le top du bâtiment. Ok. Et sur le top, tu auras en général 1 ou 2 armes. Ok. Et dès que tu as ton arme, et ton Kevlar ou ton sac à dos, dès que tu as tout, tu prends les escaliers et tu te barres dans ton bâtiment. Ok. Et s'il y a d'autres mecs, tu me le dis, je viens t'aider.
ou inversement. Ça marche. Là, mon coéquipier a 14 ans. Et comme un préadolescent de 14 ans, il vit encore chez ses parents, il va au collège et il n'est pas encore muet. L'inconscient t'appuies sur Z et tu relâches pour aller plus loin. Donc quand je le rencontre, voilà, je me sens un peu supérieur à lui. Sauf qu'il a passé 230 heures sur Battlegrounds, soit 2 fois plus de temps que moi. Et ça se ressent parce que depuis le début de la partie, je fais que des Tu conneries. vas arriver à suite droite ou pas? À tel point que je finis par suivre ses conseils à la lettre. Ok, je suis gauche. À un moment de la partie, ces conseils ne sont même plus des conseils, ce sont des ordres. Et là, sur le terrain, je ne suis plus face à un enfant de 14 ans, mais devant mon supérieur hiérarchique, un peu comme à l'armée. Donc à partir de là, je prends conscience que le jeu me soumet à sa propre réalité. Parce que moi, quand j'interroge les joueurs, je fantasme un peu sur leur histoire, j'essaie d'imaginer leur passé, un peu comme on construit des personnages ou on écrit un scénario. Et le gros retour à la réalité, c'est pas quand j'arrête de jouer, mais c'est quand tout d'un coup... Ah putain. Tu pouvais rien faire. Il est sur le top là, j'imagine. Je vais essayer de le brain, vite fait. Voilà. J'imagine que j'ai plus de crédit minutes. Il te reste 4 minutes si tu Ah le oui, souhaites. d'accord. En fait, ce trailer, déjà le fait de l'appeler trailer, c'est assez faux parce qu'un trailer, c'est pour annoncer un projet qui est quasiment terminé. Et moi, mon projet est à ses débuts, d'autant que c'est un projet qui a été avorté pour diverses raisons et que je reprends donc dans le cadre de cette résidence. Et ce qui est intéressant, c'est que la matière que j'ai récupérée, donc à l'époque, c'était beaucoup d'enregistrement de ces parties. Et plus le projet a pris en maturité, plus les éléments de narration se sont diversifiés. Et donc j'ai pu rencontrer des joueurs en dehors du jeu, avec qui on a pu faire un concert, mais que j'avais rencontré dans le jeu. Donc il y avait aussi un rapport assez inédit qui s'est créé entre nous. Et on a pu faire donc un concert performance que j'aimerais refaire ici dans le cadre de cette résidence. Et il y a eu beaucoup de recherches, que ce soit des textes, que ce soit des voyages, des rencontres. Et en fait, toute la question donc de cette résidence, c'est comment donner une forme à toutes ces recherches et comment dépasser simplement le montage de mes rencontres, mais plutôt peut-être redéployer toutes les recherches qui ont suivi de ce projet. Voilà. Je crois que si vous avez des questions, je serais ravi de vous y répondre après cette conférence. Merci Nicolas. On passe la parole à Max Wen, du coup, Gwenaël et Maxime. Du coup, bonsoir. Donc, pareil, comme Nicolas, nous souhaitons remercier évidemment Marine Fröhliger et Michel Jacquet, ainsi que le Shadok pour cette possibilité de faire une résidence ici. Donc, en ce qui nous concerne, Max Wen, donc, vous imaginez bien le Wen de Gwenaël et le Max de Maxime. Donc en fait, on travaille en duo depuis à peu près 2012, mais entre-temps, on a fait une thèse et du coup, on a un peu perdu de vue notre pratique au profit de la recherche. Et là, c'est l'occasion pour nous de nous remettre dans la pratique du design, puisque nous sommes designers de formation, et d'allier la recherche qui nous tient énormément à cœur. Donc tout cet enjeu pour nous, c'est de faire de cette résidence une recherche-création, donc notre théorie qui impacte la pratique et inversement. Donc si jamais par la suite vous avez des questions, éventuellement, vous avez notre mail. Oui, alors donc ce qu'on va vous montrer là, alors quand on a démarré le projet, ici depuis 1 jour et demi ou 2 jours, j'ai plus de notion de temps, parce que c'est assez étrange.
C'est vrai qu'on est arrivé, enfin la proposition qu'on a faite, c'était 2-3 pages de texte avec des intentions, des réflexions sur les questions environnementales, critiques, etc. Et depuis qu'on est arrivé, on a essayé comme ça non pas de hiérarchiser, mais de construire une réflexion et petit à petit de formaliser un peu un programme. Donc c'est un petit peu ce qu'on va essayer de vous montrer là. Donc, alors, juste dans cette carte, ce qui est intéressant, dans les axes qui nous animaient au départ et qui nous animeront tout au long de la résidence, c'est d'une part la question de la systémique du vivant, hein, le fait de pouvoir générer de la forme, non pas par prédétermination, mais à chaque fois par une relecture qui, en fonction de données, va pouvoir évoluer, changer, etc. Un deuxième élément, donc tout ça, ce sont des éléments qui sont en lien évidemment avec la thématique de l'interface, de l'hyperface. Deuxième élément, c'est la cartographie des données, le fait de pouvoir représenter comme ça des data, de la data visualisation et des données complexes, etc. Et troisième point, et ça c'est vraiment le point de départ, c'est un monde écranique, c'est-à-dire qu'on est entouré aujourd'hui de tablettes, de smartphones, d'ordinateurs, de télévisions connectées, etc. La logique de projet qu'on souhaite engager, donc c'est d'abord partir d'une narration, d'un contexte, qui est ce contexte écranique, qu'on est entouré d'écrans. Ensuite, de véritablement se rendre compte que de cet environnement d'écran, deux choses. La première chose, c'est qu'en France, en tout cas, l'énergie qu'on utilise pour faire fonctionner tous ces écrans, c'est principalement du nucléaire. Donc ça, c'est un constat plutôt problématique. Et deuxièmement, un deuxième constat plutôt de l'ordre de la santé, où finalement, les postures qui sont engagées par rapport à cette relation à l'écran provoquent des douleurs, voilà, on le sait bien, on est tous au bureau, on est tous assis, on a toujours la même posture fixe, problème de circulation du sang, etc., de dos, de rhumatisme, et ça, c'est quelque chose qui est véritablement une donnée présente. Et enfin, les projections. Donc ça, c'est pour la logique de projet. On souhaite articuler le projet en deux phases. Une première phase, design spéculatif et critique. Donc on pourra répondre aux questions et redéployer ça, mais c'est véritablement exposer un problème par une formalisation qui en soi est un projet qui n'est pas un projet de réponse à un problème, mais qui va plutôt signifier le problème. Et ensuite, plus du design prospectif, où là, on va essayer justement de cette émission du problème qu'on aura formalisé par des prototypes, essayer d'y répondre par un modèle qui pourrait répondre d'une certaine manière. Donc en fait, on va jouer sur ce renversement. Du coup, comme vous pouvez le voir, nos deux démarches, elles sont à chaque fois liées avec cette notion de réel et de fiction qu'on veut faire émerger à chaque fois, puisqu'on reprend Jacques Rancière qui disait que ce fameux réel doit être fictionné pour être pensé. Donc c'est en ça que l'on utilise ces deux notions avec d'autres qu'on vous fera découvrir par après. Et en ce qui concerne notre projet, on souhaite le nommer Hybris Sphère pour en fait se dire, bien aujourd'hui, il y a une forme d'hybridation avec le numérique que nous vivons au quotidien. Et finalement, est-ce qu'on peut questionner cette Terre comme Vladimir Vanensky a pu dire qu'effectivement, il y avait la géosphère, la biosphère, la noosphère. Finalement, aujourd'hui, est-ce que ce n'est pas l'hybrisphère? Et c'est un rapport aussi au coopératif, l'idée de savoir finalement, est-ce qu'on peut privilégier par le numérique un monde du commun, un monde des savoirs, un monde des rapports et un monde où on peut se conduire? Et du coup, ce qui nous a intéressé, c'est la notion d'énergie, puisque pour alimenter ce monde des écrans, eh bien, on a besoin de beaucoup d'énergie, et notamment avec cette relation de l'énergie du plein et l'énergie du vide. Alors brièvement, énergie du plein, c'est ce qu'on peut avoir tout autour de nous, c'est des éléments, des dispositifs physiques palpables qui amènent l'énergie. Et l'énergie du vide, on la tient aussi en notion avec un architecte qui s'appelle Philippe Ram, qui justement parle que le vide, l'ambiant, l'air, tout ça, c'est bien chargé de choses, chargé d'une raison physique, chimique, biologique. Et est-ce qu'on ne peut pas penser les flux? Est-ce qu'on ne peut pas penser cet immatériel pour ensuite créer une forme d'énergie?
Et autre chose, on s'est dit finalement s'il faut qu'on trouve de l'énergie pour alimenter nos écrans, est-ce qu'on ne peut pas s'amuser et aller voir du côté du sport et des accessoires au point où dans la première phase, la phase critique et spéculative, on puisse en fait imaginer un tas d'accessoires qui nous demandent de l'effort réellement, sinon pas d'écran, pas d'énergie. Et est-ce qu'à un moment donné, est-ce qu'on est dans la trivialité ou est-ce qu'on est dans une forme d'élévation de l'esprit, dans une forme de réconfort, de glorification? C'est vraiment un propos sur donc une critique, mais avec une teneur, un humour assez prégnant dans un premier temps, dans une première phase. Ouais, alors tout ce que vous voyez là, c'est vraiment pas figé, on est vraiment en train de le faire et tout ça, parce que ça pourrait aller très loin, c'est-à-dire que oui, on encourage l'effort, la production énergétique, mais on pourrait très bien imaginer des personnes qui après se dopent justement pour produire encore plus, se vendre leur énergie, enfin ça peut justement se renverser dans un sens comme dans l'autre. Alors après, on a essayé d'imaginer, mais très rapidement, même à partir d'objets qui sont déjà réels, de voir comment on pouvait développer des systèmes qui pourraient produire de l'énergie. Donc on a un rameur, on a une corde à sauter, un pédalier, même on pourrait s'amuser à employer nos animaux domestiques, comme un rongeur qui pourrait tourner autour d'une roue et nous produire de l'électricité pour telle ou telle chose, ou encore un sac mobile, je sais pas, au lieu de l'avoir sur le dos, on le traînerait et puis ça produirait comme ça de l'énergie. Ce qui était intéressant avec ces petites idées-là, comme ça, des trucs qui nous sont venus, c'est que la roue, c'est un peu... on n'a pas refait des recherches historiques, mais c'est une des techniques qui a véritablement développé et a été un essor pour la civilisation humaine, et qui finalement, par la dynamo, peut aussi être un futur, quoi. Enfin, d'une certaine manière, la roue, et c'est aussi la symbolique de l'énergie circulaire ou de quelque chose comme ça qui n'est plus dans l'exploitation linéaire. Et voilà. Donc il y a comme ça un enjeu à la fois pratique, très pragmatique, et en même temps symbolique. Ensuite, d'autres éléments, on avait pensé même à des ressorts, des haltères mais élastiques, qui pourraient permettre comme ça, parce qu'il y a des systèmes de génération d'électricité qui sont produits comme ça, par pression, par ressort. Alors il y a des petits trous à l'intérieur, mais c'est d'abord un ressort. Donc ça va être des haltères, trampolines, élastiques, même une laisse pour le chien quand il tire, etc. Ça pourrait... enfin, bon, il y a de tout hein, dans ces petites idées-là. Et encore, même les cristaux piézoélectriques, avec, on avait imaginé des échelles de rythme, step fitness, des échasses ou des chaussures tout simplement, ou même des tapis de danse, voilà, tout ce qui permettait en fait par choc, ça pourrait être des dalles sur le sol, peu importe, mais produire de l'électricité. Ouais. Du coup, ce qui nous intéresse au travers de ces accessoires, c'est aussi l'Internet des objets, de tous ces objets qui sont en permanence connectés et qui, là, pour le coup, produiraient l'énergie pour utiliser leur propre interface. Et ensuite, donc là, c'est une synthèse très brève sur notre démarche, donc avec la systémique du vivant, la data visualisation et le monde écranique qui nous intéressaient pour produire le projet, avec deux démarches, donc critique, prospective. Dans la démarche critique, design critique, on imagine proposer des dispositifs qui demandent de l'effort et donc plutôt la question de l'énergie du plein. Et ensuite, dans notre démarche prospective, on proposerait éventuellement des appareils. Là aussi, on pourra en discuter avec vous la différence entre dispositif et appareil qui serait peut-être produit par une énergie du vide. La deuxième phase est encore très abstraite pour nous aussi. Alors du coup, pour la première phase, on a imaginé un certain nombre de formalisations. Donc on espère pouvoir faire une vidéo docu-fiction, puisque finalement, l'idée c'est de pouvoir s'immerger dans cette fiction et y croire, même si la première phase, ce seront des objets de musculation, d'effort, etc., mais de sport, mais qui produisent de l'énergie, même si au fond... Voilà, on ne pourrait pas imaginer tous les jours, quand on rentre du travail ou même au bureau, d'être en permanence en train de bouger pour produire de l'énergie. Mais on aimerait bien créer une vidéo fictionnelle où on y croit, quoi. On y croit vraiment et mettre des gens en scène et véritablement produire ça. Donc il y a l'écriture du scénario, une scénographie pour évidemment comprendre... voilà, pouvoir exprimer cette idée-là par une exposition, des data visualisations aussi pour expliquer finalement, quand on parlait à un moment donné de la question énergétique, du chiffrage ou des douleurs musculaires ou des choses comme ça par rapport
à l'utilisation de ces interfaces numériques, ben voilà, rendre compte de tout ça, en fait donner d'une certaine manière tout un paysage comme ça qui laisse croire que c'est possible, que c'est presque enviable, mais qu'en fait c'est pas possible. On se rend compte que non, cette idée d'objet qui produit de l'énergie par l'effort, en fait c'est trop contraignant, mais de le laisser croire que c'est presque possible. Voilà. Donc ça, c'est un peu... Il y a différentes choses, voilà, il y a des plans, des choses, mais ça, tout ça, ce sont des hypothèses de formalisation qu'on pourrait faire. Voilà. Et je crois que c'est à peu près fini là. Voilà. Merci. Merci à vous. Et je vous propose maintenant d'accueillir Victor Freiri. Et alors, pour l'instant, il est tout seul, mais il travaille avec Monique Grimaud. Et il va vous parler de leur structure et des projets qu'ils développent au sein de Imagination of Things. Voilà. Bonsoir. Je suis vraiment désolé, mais je vais parler en anglais. I hope everyone understand. I can understand French, but I don't feel very confident talking about my work in French yet, but maybe in 3 weeks, it's going to change that. I'm Vitor Freire. I'm originally from Brazil, but I'm based in Amsterdam, so it doesn't make a lot of sense. My partner is American, so I don't have a good story of like why Amsterdam. It just was the place that embraced the kind of like weird work we do, so we decided to stay there. Je vais traduire en direct. Ça sera plus facile pour les gens qui regardent aussi. Donc, Vitor est basé à Amsterdam, il vient du Brésil, il travaille avec Monique qui est américaine et il est content d'être là et que ce lieu accueille la démarche un peu étrange de leur projet. Parfait. So what I'm going to, in a nutshell, I'm going to show a little video that is like a lot of different stuff that we have been doing in the last maybe 4 years. Then I'm going to show super quickly 3 projects. And then I'm going to try to explain why I'm here and what I'm going to work. Donc, il va montrer une petite vidéo qui est une sorte de sommaire de plein de projets qu'ils ont fait au cours des 4 dernières années. Puis, il va parler plus particulièrement de 3 projets en essayant d'expliquer pourquoi il est ici. And just to introduce Imagination of Things, it's a bureau creative that we just wanted to bring a little bit more imagination to technology. We were like kind of like a little bit tired of how it was an environment of everything was about efficiency, automation, and we saw so much potential to be more creative, to be more poetic. That was initially the reason we created the studio, but then we found in design speculative our kind of like our home. So we use fiction, design and fiction to play, to create playful experience that can, I don't know, reveal or unlock something about our assumptions about reality. Ok.
Donc, Imagination of Things, l'imagination des choses, est un collectif viral qui a pour objectif de ramener de la créativité dans le rapport aux technologies qui peuvent paraître parfois trop axées sur l'efficience et la productivité. Et donc, l'objectif est de ramener de la poésie à l'intérieur de ces technologies et de créer des expériences, des moments de vie qui vont allier technologie et poésie et ramener de la créativité au sein notamment de la manière dont on crée et de la manière dont on anticipe le design de demain. Et donc par rapport à ça, il se retrouve bien dans la démarche du design prospectif qui permet d'allier fiction et objet. Et j'ai oublié la dernière phrase. Moi aussi. In the hopes that it can, design fiction that could reveal something about our reality, unlock something that is kind of like hidden, like this fictional layer that we all kind of subscribe in our everyday life. Donc l'idée c'est d'espérer que ces expériences et ces fictions vont révéler quelque chose qui est intangible, qui est là mais qui n'est pas révélé, et que ces fictions vont pouvoir mettre à jour cet aspect de notre vie quotidienne et de notre réalité, de la faire sortir, de la faire émerger et de la rendre plus palpable. Merci. So I'm going to talk about, like I said, 3 projects. 2 are very experimental, conceptual, but then there's a last one that is our dialogue with brands and corporations, and I think it's important because that reveals also our hope that this kind of design is not only in a niche, in a museum, in a gallery, it can have some kind of dialogue with the real world and market, whatever that means. Donc il va présenter 2 projets qui sont plus conceptuels et artistiques et un projet qui est plus rattaché au monde des marques. Et en fait, c'est important pour eux d'affirmer également cette relation au monde de la consommation et des grandes marques avec l'espoir que leur approche du design pourrait influencer finalement ces marques et le monde de la consommation en général.
So this project, in a nutshell, and I'm going to try to like have short sentence. Our process was to imagine a future activist in that scenario where the lack of empathy was it became like this global and big issue, and then this activist empowered with a backpack that can kind of like release a chemical that will make you more, I don't know, open mind. If you are, I don't know, experimental with drugs, that's not very far. It's just that same chemical. It's also a chemical that we all kind of can release that will make us feel more empathetic towards the other. And then I think what is really interesting about the project was we created the character, we come up with the actual tool, the backpack, and we went, this project was commissioned in Italy, so we went to the main square in Turin with a character, especially in a time where there's so much fear about, I don't know, stuff like terrorism. We went there and we were able to convince the local police that this is just an art project, and we kind of like, sorry. Ok, donc juste pour pas que j'oublie ce qu'il me dit au fur et à mesure. Donc dans ce projet, en fait, ils ont imaginé une fiction où le manque d'empathie devient un phénomène global et problématique. Donc les gens sont de moins en moins empathiques, et donc ils ont créé cette figure d'un activiste du futur qui se baladerait avec un sac à dos qui permettrait de dégager un produit chimique similaire à celui de certaines drogues que l'on connaît et qui rendrait justement les gens plus empathiques. Et donc ils ont fait ce projet en Italie et ils ont eu l'opportunité à Turin d'aller sur les places publiques et de réussir à convaincre la police, malgré le contexte actuel de vigie pirate, sécurité, terrorisme et compagnie, de laisser ce personnage déambuler en relâchant cette matière chimique, j'imagine la fumée qu'on voit à l'écran. Parfait. Just to conclude, I think what is interesting for us is it's a little bit of the story, the fiction, but that's something that we are able to fully tell after. There's a video, docu-fiction, but in the process, for us, what's interesting is the kind of conversation that you have to have with the local police, with the people afraid of what is going on. And for us, from our point of view, it's always, it's never trying to tell that this is a fiction. We fully embrace the character. So all sorts of funny and weird conversations that we're able to have because of that. Donc en fait, ce qui est intéressant à travers cette démarche, c'est qu'ils sont à fond dans les personnages. Ils ne révèlent pas forcément que c'est une fiction. Donc en fait, ce qui est très intéressant, c'est pas tant l'expérience en soi, c'est tout ce qui va se passer autour. Déjà toute l'organisation, convaincre et raconter la démarche aux différentes entités comme la police ou autres pour réussir à faire le projet. Mais également lors de la performance, ils ne disent pas aux gens que c'est une fiction. Donc en fait, ça va créer plein de discussions, les gens qui viennent les voir, mais qu'est-ce qui se passe, qu'est-ce que c'est? Et c'est ça qu'ils veulent mettre en avant, ces situations un peu drôles, étranges, ce rapport humain qui va se créer au moment même de la performance. Et ça leur permet aussi de créer plein d'artefacts, donc des vidéos fictions, des documentaires, etc., qui vont ensuite raconter cette histoire au-delà du moment même où la performance a eu lieu. Merci. The second project, it's a project that in the beginning we had very little idea of exactly what to do, but we had a vision. We wanted to touch the subject of sexual harassment. This project was done in my country, in Brazil, but
when we started to do the project, we realized how cross-country this issue can be. Specifically in Brazil, the way we approached was we started to ask friends, especially on WhatsApp, to share one story of sexual harassment that they have faced. Specifically, in the case of Brazil, in public space or public transportation. Donc ce projet, pour ce projet, il n'avait pas une idée fixe de ce qui allait être créé au bout du compte, la forme, mais il voulait parler du sujet de l'harassement sexuel, les situations d'harassement sexuel, et notamment au Brésil, dans les espaces publics et dans les transports publics. Et donc en fait, ils ont travailler avec leurs amis en partant de l'application WhatsApp, qui est une application de communication de téléphone à téléphone, pour leur demander de raconter une histoire qui leur a été arrivée à ces endroits précis, donc au Brésil, dans des endroits publics et dans des transports publics. Et en fait, ce projet leur a permis de réaliser à quel point finalement ce sujet était international et dépassait les frontières. Then once we collected kind of like a good amount of stories, we just try to find some kind of pattern or try to see if the final shape of the project could emerge from the stories. And one thing that was very visible for us is how every story has a connection with at least one part of the body. So you could kind of like map all the stories in, like, even if it's not physically, sometimes it's emotionally connected to one part of the body. That's when we decide to create a dress. Donc, une fois qu'ils ont récolté assez d'histoires et de souvenirs qui étaient arrivés à différents individus, ils ont essayé de trouver les récurrences, les points communs, ce qui pouvait faire des patterns en fait d'une histoire à une autre. Et à partir de là, ils se sont rendus compte qu'il y avait toujours une partie du corps qui était rattachée à ces différentes histoires. Et en fait, à partir de là, la forme finale de l'œuvre a émergé de ces comparaisons d'histoires et ils ont abouti à l'idée d'une robe. So we created kind of like a wearable tech or like a dress with a little bit of technology, full of kind of like buttons, triggers, and what we did in the end was we created a kind of like a musical instrument. So every time you hit the buttons, it would release a little audio of one of the stories, or maybe it's just keywords. But in the end, our performer was able to kind of like remix the sounds of sexual harassment and re-signify in a way. So it was really kind of like a DJ style where she could bring that content to a different level. Donc la robe à laquelle ils ont abouti est une sorte de technologie avec laquelle on peut s'habiller, qui en fait a plusieurs capteurs et boutons et interrupteurs. Et en fait, quand vous touchez différentes zones de la robe, ça va relâcher des sons donc issus de ces différentes histoires, de ces différentes narrations. Et donc en fait, la danseuse, enfin la performeuse, devenait une sorte de DJ, donc pouvait mixer les différents sons de ces différentes histoires et redonner vie, recréer quelque chose à un autre niveau qui venait symboliser ces différentes histoires d'harassement sexuel. Last project, really quick.
I think it's nice to talk about this project because in a way it's really connected to the initial proposition of the residents, and it's our attempt to use design fiction with a proper brand that kind of like hired us to imagine. And in a nutshell, we the challenge was kind of like boring. They just had like this insane amount of data. They just wanted to find a different way to communicate that. The company was a company that takes technology from the car and also technology from like Google Maps and kind of like make a match of these things. And what we proposed was basically take the phone as a device and kind of like create a character on top of it that you could initially think that now the ability to communicate is, you have less, I don't know, less ways to communicate, but it was quite the opposite. We created a character a little bit like Tamagotchi style. I don't know if you're familiar with that. So just little two eyes, and the beauty of the project was then the user became able to create their own language as well. So of course we gave a template, but at least for me, the most interesting thing was you take a device that we all have, we create a fictional element on top of it, and then you give the ability for people to create their own way to communicate. Donc ce projet, pour lui, est le projet qui se rapproche le plus de la note d'intention de l'appel à projet Hyperface. Et c'est un projet qui est venu aussi d'une commande, d'un challenge qui a été, donc un défi qui a été lancé par une entreprise, par une marque. Donc le défi de base n'était pas forcément très fun pour eux. Ils trouvaient ça un peu ennuyant parce que c'était un montant incroyable de données qu'il fallait analyser et reconnecter ça avec des applications comme Google Maps, etc. Et donc en fait ils ont abouti à ce projet qui propose quelque chose de très simple mais en même temps de très fort, qui est une forme de langage à l'arrière du téléphone, en fait, donc des sortes d'émoticônes, des deux yeux très simples, mais qui émettent un message, qui communiquent avec l'utilisateur pour lui envoyer des messages dans différentes situations. Donc, par exemple, là, il y a un problème, besoin de s'arrêter, des indices de navigation, etc. Et donc, au-delà de ce que pouvait faire l'objet tel qu'ils l'ont imaginé, ils ont créé ce personnage, cette fiction. Et une fois que vous aviez votre personnage, un peu à la manière des Tamagotchi, donc ces petites, comment on décrit un Tamagotchi? C'était des petits jeux qu'on avait quand on était gosse, où en gros vous aviez un animal dont vous deviez vous occuper, et si vous en occupiez pas, bah, l'animal mourait, et voilà, votre Tamagotchi mourait. Donc c'était un animal qui pouvait, enfin, c'était une petite boule électronique qui émettait des sons, fallait le nourrir, en prendre soin, etc. C'est revenu à la mode dernièrement d'ailleurs. Et donc, en fait, au-delà d'avoir ces différentes réactions de la machine, donc il fallait en prendre soin, vous pouviez ajouter des émotions, ajouter vous-même votre langage pour enrichir le langage de la machine. Et donc, en soi, c'est pas uniquement la créativité du designer qui s'exprime, mais c'est aussi la vôtre. Vous pouvez aller plus loin, ramener votre propre créativité à l'outil. Okay, so that's some of the examples of what we have been doing. I think because of our work with fiction, we became very interested in the idea of future, which is a very old idea. And then specifically how we imagine the future. Very often our imagination of the future is very influenced by, I don't know, Hollywood or
Silicon Valley. And I think we became very interested in what else or what if in that area. And we have been doing kind of like design fiction workshops where we engage local creative people, Netherlands, Portugal, Brazil, New York, and maybe there is a bigger project that will emerge, but from now we just come up with this like fictional performance that kind of like challenge the way we are imagining our future. Donc petit à petit, finalement, le but du collectif et son obsession, c'est non pas uniquement la question de l'imagination, mais également la question du futur et de comment modifier notre manière d'imaginer le futur, sachant que l'idée du futur est une idée très ancienne, que les influences qu'on a actuellement, que ce soit de Hollywood, de la Silicon Valley ou autres, finalement conditionnent notre manière d'imaginer le futur. Et donc le collectif essaye de se poser la question, oui, mais quoi d'autre, quel autre futur pourrait-on imaginer, et si on imaginait autre chose. Et donc le collectif est devenu international, il rassemble des gens de plein d'endroits, j'ai un peu oublié d'où, New York, voilà, je vais pas reciter, je suis désolée, j'ai un peu oublié différents pays. Bref, et donc l'idée c'est que le collectif continue de s'enrichir et qu'il permette de poser cette question de vers où on va et vers où on a envie d'aller. And especially because we're now based in Amsterdam, Europe, and we are, of course, non-Europeans. Europe as an idea became very intriguing and exciting because we like to see even the contradictions in that idea. And I think we are in a city that it feels like it makes that idea very tangible, Strasbourg. Even the idea of European Union, there is so much symbolic ici that our hope is to explore a little bit of that. We have one workshop that is planned, but in general, we will in the next weeks just engage in little experimental social exercise. And so if there is anyone willing or want to be involved, just talk to me later. But I think that's it. I talked too much already. Merci, merci à Shadok, merci Michel et Marine. Alors je traduis avant que vous applaudissiez. Donc par rapport à tout ça, donc le collectif est basé à Amsterdam et donc la question de l'Europe les intrigue aussi beaucoup et avec toutes ces richesses et tous ces paradoxes, et c'est un endroit, un terrain de jeu qu'ils ont envie d'explorer et donc évidemment dans une ville comme Strasbourg qui est ancré dans une symbolique européenne, c'est un terrain de jeu qui les intéresse particulièrement. Et donc, au cours des prochaines semaines, il y aura peut-être un workshop, mais également plein de petites expérimentations de situations sociales liées à leur démarche. Donc, si vous êtes intéressé, que vous souhaitez vous impliquer, n'hésitez pas à venir parler à Victor ou évidemment à venir, si vous n'êtes pas là ce soir, venir au Shadok pour avoir plus de renseignements. On mettra tout ça également en ligne. Voilà, et il parle trop, donc je parle trop, donc on s'arrête là et bonne soirée, merci. Donc, comme ils sont supposés être une conversation, si vous avez des questions, des envies d'interagir avec l'un ou l'autre des porteurs de projet, ils sont encore tous là, hein, donc n'hésitez pas. Je continue à utiliser le micro parce que c'est plus facile pour s'entendre. Donc voilà, n'hésitez pas. Et si vous préférez le faire autour d'une bière, c'est également possible. Personne ? Non. Ok. Tu conclus. Voilà, merci pour ces présentations. Nous, ce qu'on trouve assez intéressant, ce qui était improbable initialement en proposant un tel appel, vous avez pu voir
des expériences, des parcours. Nous, on aime, moi plus personnellement, l'idée que chacun est engagé à travers ce qu'il fait et à travers un point de vue singulier, si on peut dire, sur ce qu'est la technologie aujourd'hui, sur l'impact, son impact et justement tout le questionnement que ça peut amener. Voilà, on trouvait très intéressant d'avoir ces 6 projets. Et on peut déjà dire depuis, donc moi aussi je suis un peu perdu dans le temps, mais depuis les 2-3 jours auxquels on a contribué déjà, que les rencontres sont assez incroyables et les discussions sont assez étonnantes et que ça va très vite et qu'il y a des rencontres qui paraissaient improbables, qui sont fortes, intéressantes, et que tous les questionnements un peu qu'on soulevait à partir de ce contexte et toute cette proposition autour des interfaces et donc cette notion qu'on a amenée un peu en l'appelant hyperface, eh bien, elle nous interroge beaucoup et puis elle fait questionner énormément de choses dans notre manière de travailler, dans notre manière de collaborer, puisque c'est un peu le but, dans notre manière aussi de nous engager dans un tel projet, dans un lieu comme le Shadok, et de nous engager dans quelque chose dont on ne sait absolument pas ce qui va en ressortir. Donc c'est un petit peu notre charge, voilà, avec Géraldine et Marine, de rendre quelque chose qui on l'espère, traduira au mieux ce qui s'est déroulé et les conversations et les discussions en fait qui pourraient en découler. Donc on espère que vous reviendrez, vous suivrez et que vous participerez à ces projets dans la réflexion, dans le questionnement et dans ces temps de présentation. Donc on aura l'occasion, on l'a peut-être pas assez dit, de présenter également à travers ce que l'on appelle des hyperclasses, donc des temps courts qui pourraient être assimilés à des ateliers ou des workshops, comme on peut le dire dans le milieu artistique ou dans le milieu numérique, où il y aura des intervenants qui viendront bousculer aussi un peu toutes ces réflexions, et ces rencontres donc aussi seront présentées. Et on souhaite que vous veniez rencontrer ces intervenants et tous les questionnements qui vont en découler. Et au fur et à mesure, eh bien, on va voir le parcours qu'on a déjà engagé. Oui. Donc bonsoir. J'avais vu passer l'appel à projet et j'avais très envie de participer parce que c'est aussi au cœur de ma pratique. Malheureusement, j'avais vraiment pas le temps en ce moment. Enfin, je suis beaucoup trop chargé. Et j'étais vraiment très surpris là ce soir, justement, de l'étendue des propositions et finalement que c'est très 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 éloigné de ce que j'aurais proposé finalement si j'avais postulé. Et donc je pense que je reviendrai assez régulièrement dans les masterclass ou hyperclass ou les conversations. Voilà. Alors merci, n'hésitez pas à venir effectivement au temps de conversation, mais n'hésitez pas non plus, le Shadok est un lieu public, c'est un lieu ouvert. Pour nous, pour Michel et moi, en tant qu'artistes, c'était important de placer ces questions justement sur la place publique, de pouvoir échanger. Et quand on vous parle de temps de conversation, alors ce soir, voilà, c'est peut-être un peu plus formel, un peu plus présentation des projets pour démarrer, mais en l'occurrence, les résidents sont là jusqu'au 29. J'imagine qu'ils ne vont pas vouloir être perturbés tout le temps, mais n'hésitez pas, voilà, si vous avez envie de vous engager à leur côté sur des workshops, etc., d'échanger sur vos pratiques. Enfin voilà, c'est aussi fait pour ça. Et comme on ne fait jamais rien tout seul au Shadok, il est important aussi qu'on précise qu'il y a plusieurs partenaires autour de ce projet, donc notamment Acro, Avelab, Actub, les ensembles 2.2 et Longevity. Et donc Mireille Dietrich, j'arrive plus à parler. J'ai des problèmes dentaires en ce moment, j'ai des clous de girafe dans la bouche. Oh putain, j'arriverai pas. C'est pas grave. Dietchi, voilà, Mireille Dietchi, bonsoir à tous. Oui, merci beaucoup de me laisser me présenter aussi et puis de m'accueillir sur
de me laisser venir observer et expérimenter avec vous. Donc moi, en fait, je suis sociologue, je fais de la sociologie et je travaille depuis quelques années avec des designers et des architectes. Et en fait, depuis quelques temps, je m'intéresse à la question de comment on arrive à construire des récits, alors soit entre experts de différentes disciplines, hein, entre artistes et anthropologues, entre designers et sociologues, enfin voilà, et aussi de la manière dont on va construire ces récits collectivement, et puis les formats aussi de restitution de ces récits. Et du coup, quand j'ai pu discuter avec Géraldine, Marine et Michel, qui m'ont raconté qu'ils allaient faire ce travail de résidence et qu'il y aurait une réflexion vraiment très forte sur quelles vont être les manières dont on va restituer le travail qui est en train de se faire, voilà, toute cette question de l'éditorialisation dont tu parlais plus tôt. Et du coup, il m'a été offert de venir un petit peu voir ce que vous alliez expérimenter et fabriquer ensemble. Et tout ça, ça se fait donc dans le cadre d'une recherche postdoctorale qui est aussi qui est hébergée par un projet de maison d'édition tout récent qu'on a créé avec des collègues chercheurs en sociologie, en anthropologie. Et qui a envie justement d'explorer le multimédia, et puis les différentes manières dont on peut utiliser les médias pour le récit aujourd'hui, et puis justement ces formes un peu collaboratives de construction de récit. Voilà. Et que ça s'appelle Raison de plus, mais le nom est toujours encore un petit peu en questionnement. Mais voilà, merci beaucoup. Merci.